J'ai souri, j'ai eu peur. C'est un peu mon avis de lecteur de ma visio. La visio m'a tué. Un portrait de la vie de bureau quand il n'y en a plus. Une satire un peu du nouveau monde de travail avec son langage et puis ses petites manies, son quotidien. Et en particulier celle de la visioconférence, des flex-office, des séances de baby-foot ou encore des hiérarchies traditionnelles qui sont un peu bousculées. Alors depuis plusieurs années, vous écrivez des livres sur la façon de voir le travail, la vie au travail ou encore Facebook m'a tué, coécrit avec Thomas Zuber. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que ce n'est pas tellement une description de la manière de travailler, c'est aussi tout un chamboulement de notre manière d'être sociale. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le monde du travail qui déteint sur la vie sociale ou un petit peu l'inverse? C'est une très bonne question. En tout cas, on ne travaille plus comme avant, mais peut-être qu'effectivement, on n'est plus comme avant. Peut-être qu'on s'est habitué à mettre de la distance dans nos manières de communiquer. De ce point de vue-là, c'est la poule et l'œuf. Il faudrait savoir, est-ce que c'est le fait qu'on est habitué à se parler par vocaux ou par messages désynchronisés, ça s'est répercuté sur le travail, où on s'habitue finalement à ne plus avoir besoin d'être ensemble pour travailler. On peut très bien se lâcher un message sur le chat de Slack et l'autre répond plus tard. Mais donc c'est un échange en désynchronisé. Et dans la vie quotidienne et privée, on est pareil aussi. C'est-à-dire qu'on regarde un programme et l'autre regarde le replay. Le monde du travail est devenu plus individualiste qu'avant? Plus flexible en tout cas. C'est-à-dire que donc flexible, ça veut dire qu'on peut l'arranger à sa sauce. Donc chacun réclame des avantages. L'entreprise réclame de ses salariés, les salariés réclament plus de liberté, les entreprises réclament plus de présence. C'est une négociation permanente, mais effectivement, on est habitué à paramétrer sa façon de communiquer à l'autre. Oui. Alors quand je disais j'ai ri, j'ai souri, et en même temps j'ai eu peur tout à l'heure en introduisant notre rencontre, ce que je voudrais dire par là, Alexandre Désinard, c'est que votre ouvrage, il faut vraiment le lire au second degré en fait. Oui. Et en même temps, avec un certain affolement. Oui, c'est-à-dire que j'ai comme pratique de me dire que plus la chose est lourde, plus il faut la faire de manière légère. Surtout quand on écrit un livre sur le travail. Les gens qui travaillent déjà le soir n'ont pas forcément envie de lire un livre sur le travail, donc du coup j'ai voulu les amuser. Donc c'est scénarisé, mais les petits bouts que je prends sont réels. Et quand on voit le réel comme ça mis bout à bout et qu'on le lit, on se dit tiens, et qu'on s'y reconnaît, ça peut faire peur. Donc je comprends votre réaction. Mais en tout cas c'est drôle, alors on voit apparaître ce qu'on appelle la novlangue aujourd'hui, avec un nombre incalculable d'expressions anglaises liées au monde du travail. Il y a aussi ce que les sociologues ont appelé le phénomène de grande démission dernièrement. Il y a les réorientations professionnelles nombreuses, les burn-out, les bore-out aussi, donc la surcharge d'ennui au travail. En fait, derrière ces problématiques, il y a vraiment la question du sens au travail, cette quête de sens. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle manière de vivre le travail, sans vie de bureau, est-ce qu'elle a une incidence sur cette quête de sens? Qu'est-ce que je fais comme numéro au travail quand on doit chercher une petite table de bureau parce que les flex-office font qu'on ne se sent plus très bien accueilli dans son entreprise? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. La première, c'est que le sentiment, on peut se poser la question, même si jamais la vie de bureau, quand il n'y en a plus, c'est une sorte de boutade, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que dans le sens que pourquoi on revient au bureau? Pourquoi on y va? Pour travailler ensemble, mais si on peut travailler à distance, a-t-on besoin d'y aller? C'est nouveau, c'est la question qu'on se pose même le matin. Et du coup, on y va pourquoi? Quelquefois, on y va pour retrouver les collègues qu'on aime bien, parce qu'on aime bien ne pas travailler tout seul de chez soi. Et donc, du coup, on demande aux autres, avant d'y aller au bureau, s'ils vont être là, parce que c'est pas sûr, parce qu'on n'est pas forcément les mêmes jours de télétravail. Il y a souvent des accords de 2 jours, mais c'est pas forcément fixé. Souvent, on est obligé de venir le lundi, et souvent le vendredi est autorisé pour le télétravail, mais ça dépend des boîtes. Et ça dépend des règles, et même des services, quelquefois. Donc, du coup, on est désynchronisé. Donc, du coup... si jamais on ne retrouve pas ses collègues, pourquoi on irait travailler? C'est une question qui ne se posait pas avant. On allait au travail, parce qu'il fallait aller au travail, puis on rentrait chez soi. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que vous avez dit le sens qu'on cherche au travail. J'ai l'impression que le sens, on se le pose plus quand on est face à soi-même que quand on est avec les autres. Et moi, c'est mon sentiment. Et quand il est virtualisé, on a du mal à se le représenter. C'est-à-dire, il y a une notion pourquoi se lève-t-on le matin quand J'ai l'impression que quand on travaille, quand on est seul, il faut plus de force intérieure pour arriver à se décider à avancer.
quand on voit les autres travailler autour de soi, on se pose moins la question. Il y a une émulation. Et je pense qu'on perd cette émulation quand les bureaux sont vides parce que les gens sont en flex office et puis aujourd'hui tout le monde est en télétravail et qu'il n'y a pas de place à titrer. On se demande même si on a sa place. L'union fait la force en fait. Je pense. Est-ce que vous êtes déjà penché sur des études ou sur des chiffres concrets de personnes qui analysent les résultats des grandes entreprises qui pratiquent ce type de renouvellement de manière de travailler? Est-ce que ça a une incidence plus positive sur les résultats, une incidence plus néfaste? Alors, je crois, parce que je ne me suis pas trop attardé sur les chiffres, je suis plutôt comme un anthropologue des open space, c'est-à-dire que j'extrais des morceaux de vie et qui sont réels, des emails, des échanges sur Slack, et des rencontres, des captures d'écran. Mais je sais que pendant le Covid, on a été étonné de voir que certaines entreprises arrivaient à maintenir leur productivité alors que tout le monde était à distance. Donc ça a surpris. Mais à quel prix? Voilà. On gagne de l'argent, mais à quel prix? L'efficacité, mais à quel prix? Parce que quand vous enchaînez les réunions chez vous, et sans avoir le temps de changer de salle et que vous enchaînez 8 visios d'affilée, ça arrive dans certains, parce que les agendas partagés se remplissent vite. Quand on ne voit pas les gens qui négocient, on peut remplir l'agenda d'un collaborateur comme celui d'un docteur sur le Doctolib. Et on peut vite faire ce qu'on appelait à une époque la Zoom fatigue, la fatigue par enchaînement des réunions, des visios. La surcharge. C'est un ensemble de modifications dans le monde du travail auquel vous vous intéressez, mais le titre c'est la visio. Mathieu, est-ce que c'est la visioconférence qui constitue le point de bascule et qui rend tout simplement le travail éreintant? C'est-à-dire que c'est la visio et le point de bascule parce que c'est devenu le mode de réunion par défaut. Que ça soit un one-to-one, c'est-à-dire on dit tiens je veux discuter avec toi d'un truc, on se fait une visio et on se trouve un créneau sur Teams, c'est facile de la pondre. Donc du coup c'est pour des raisons d'efficacité. Et se fait quelquefois des visios d'un étage à l'autre de la même entreprise. Donc on télétravaille au bureau. Et donc ça c'est nouveau. Donc je pense qu'effectivement la visio est centrale, c'est à la fois un symbole, parce que c'est à travers la visio dans le titre pour résumer un peu ce monde du travail en distanciel. Mais il n'y a pas, effectivement, en même temps, il n'y a pas que la visio, c'est aussi les outils collaboratifs, c'est Slack, c'est Teams, qui deviennent finalement les mémoires, les lieux de collaboration, plus que le travail, que les bureaux lui-même où on mettait des documents et de la mémoire des entreprises. Maintenant, la mémoire, c'est un cloud. Et tous ces éléments sont virtuels, Tous ces éléments virtualisation du monde du travail. Virtualisation, jusqu'où on peut aller dans la virtualisation. Mais du coup, disparition de tout ce qui est spontané et qui est lié à la rencontre. Les apartés, les débriefings de réunion. Maintenant, quand vous cliquez, je trouve ça très violent. Par exemple, sur la visio, quand vous cliquez sur quitter la réunion. Vous avez partagé un moment collectif, quelquefois ça peut être une réunion très animée, ça arrive aussi en visio. Et puis vous êtes face à vous-même. Et tout d'un coup, boum, on est tout seul. Et on peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de. Quelquefois, on rappelle l'autre. Tu trouves que ça s'est bien passé? On est quand même dans un monde virtuel où les données sont de plus en plus utilisées, contrôlées. Est-ce que la visioconférence devient aussi le moyen de contrôler implicitement les employés et de facto fait diminuer aussi le rapport de confiance entre les employés et les employeurs? En tout cas, elle ne le diminue pas. Disons qu'en open space, il y avait cette espèce de dispositif panoptique où les salariés se surveillaient les uns les autres. On regardait celui qui partait le premier et on lui disait tu prends ton après-midi. Du coup, on finalement se crée une norme sociale à celui qui part vers 19h. À distance, j'ai l'impression que ce qui s'est imposé comme système de surveillance qui fait qu'on intériorise, c'est la petite lumière de Teams. C'est peut-être la même chose sur Google Meet ou Zoom. C'est la petite lumière qui notifie la présence de la personne dans l'univers digital. Voilà, dans l'outil, en tout cas l'outil dans l'outil. que tout le monde utilise. Et c'est vert quand on est actif, et rouge quand on est en réunion, et gris quand on est inactif. Ce qui est paradoxal, parce qu'on peut très bien ne pas être sur Teams et vouloir se concentrer en plongée sur un travail en profondeur. Mais ça, c'est pas bien vu, parce qu'on se demande si l'autre n'est pas un travail en profondeur sur les jeux vidéo. Alors, pour tous ceux qui ont participé à votre récit, donc vous dites bien, c'est un récit qui est illustré, étayé vraiment par des situations vécues concrètement au travail, ou plutôt en télétravail. Alors, la plupart décrivent leur façon de travailler. Est-ce que vous avez pu percevoir, par contre, leur désir de mieux travailler? Est-ce que parmi ces personnes qui vous ont donné tout leur historique ou toute leur discussion professionnelle, est-ce que vous avez l'impression aussi qu'ils vous ont transmis une manière de désirer un travail plus sain? Peut-être dans la partie concentration. Ah oui. C'est-à-dire que, notamment, c'est une partie du livre auquel je suis assez attaché, c'est la partie concentration
et répartition des temps de travail. Oui. Ce qu'on appelle dans le jargon justement le flow, c'est-à-dire l'état de concentration dans lequel, qui est comparable au sommeil. Au bout de 30 minutes, on arrive dans un état de profondeur de concentration et on commence à créer, à être fécond, et quel que soit le domaine. Et ça, cette chose-là est interrompue en open space quand on se dérangeait les uns les autres, mais à distance, on est aussi très dérangé par les notifications numériques. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas synchronisées. On devrait, et certaines entreprises commencent à le faire, essayer d'organiser, en tout cas au sein parmi du collectif de l'entreprise, les temps de synchronisation où on se dit tiens, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça, tiens j'ai besoin de ça, et moi ok, je te fournirai ça. Et puis les temps où on ne se dérange pas, ou en tout cas on n'attend pas une réponse de la sollicitation, parce qu'on se sollicite tout le temps, parce qu'il est dit qu'à distance on est censé être disponible, et presque plus qu'en présence, parce qu'on se demande vraiment ce que vous faites. Ah oui, c'est ça. Alors il y a Facebook qui vous a tué, l'open space qui vous a tué, maintenant la visio. Qu'est-ce qui va vous tuer pour le prochain livre, Alexandre Désinard ? J'espère rien, j'espère que je n'aurai pas à faire un tuer. Je ne m'attendais pas à faire le 3e, ça fait un peu marketing, solution publicitaire, mais avouez que le treat accroche quand même. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir confié cette réflexion, et puis cette réflexion qui va plus loin aussi que la visio sur le monde du travail, la façon de se concentrer et de vivre les relations au travail aujourd'hui. Merci Alexandre Désinard. Merci beaucoup.